Madame, Monsieur, bonsoir. Tendance de recrutement et start-up marocaine au menu de questions éco ce soir. En première partie, nous allons en savoir plus sur le comportement du marché de l'emploi au Maroc et les secteurs qui recrutent le plus, sans oublier les perspectives de recrutement pour les mois à venir. Ce sera en compagnie de Amin Khayati, fondateur de Quix, qui est une plateforme de chasseurs de tête freelance en Afrique. La start-up a d'ailleurs représenté le Maroc au Salon international de la tech, le GITEX à Dubaï. L'occasion de faire le bilan de cette participation ce soir dans l'émission. Et puisqu'on parle start-up, en deuxième partie, focus sur l'une des deux start-up marocaines ayant participé au sommet du G20 des jeunes entrepreneurs qui s'est tenu en Italie au début du mois d'octobre. Un sommet autour du rôle de l'entrepreneuriat pour une reprise économique inclusive et durable post-Covid-19. Partage de cette expérience en compagnie de Mehdi Cherif Alami, fondateur et CEO de l'une de ces start-up. Il s'agit de Freterium, qui est une plateforme de gestion de flux logistiques et qui a surtout et aussi rejoint le prestigieux Y Combinator en Californie, the programme de start-up le plus renommé aux US. Bienvenue à tous. Mais avant, on parle emploi et recrutement, mais aussi start-up en compagnie d'Amin Khayati. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Estelle, et merci beaucoup pour votre invitation. Je rappelle donc que vous êtes président directeur général de Quix, qui est une communauté de chasseurs de tête freelance en Afrique, mais aussi au Maroc. Alors, si on parlait tendance de recrutement, quelles sont les tendances du marché de l'emploi national en ce mois de fait, en tout cas après la rentrée? Alors, en fait, pour répondre à cette question, le marché marocain, il a repris, et on l'a tous ressenti de plus belle depuis le début de cette année, en fait. On peut voir qu'il y a une certaine corrélation avec le Covid qui commence de moins en moins à traiter le marché, parce qu'on a tout simplement appris à vivre avec. Beaucoup de sociétés réfléchissent fortement finalement à mettre en place un système hybride qui va mélanger et le télétravail et la présence physique, parce qu'on a connu une vraie accélération avec le Covid. Et si on parle des secteurs qui recrutent le plus, en numéro 1, on va avoir l'agriculture, on va avoir le BTP qui va suivre, et puis enfin tout ce qui est banque et assurance. Et de manière transverse, reste toujours, on parle des profils IT qui connaissent une forte demande, qui implique forcément une augmentation importante des salaires sur le marché. Ça va durer encore quelques années, le temps que la tendance de l'offre et la demande se stabilise et s'inverse, voire va carrément baisser. Est-ce qu'on remarque aussi, peut-être aussi un changement dans les aspirations? Vous avez parlé de hausse de salaire dans les métiers de l'IT. Est-ce qu'il n'y a pas un taux de reconversion important vers ces secteurs-là? C'est une très très bonne remarque. Effectivement, il y a pas mal d'organismes de formation qui se sont mis en place depuis quelques années pour accompagner des jeunes à une reconversion par rapport à ces métiers-là. Parce qu'il y a encore une fois une forte demande. On ne fournit pas assez d'ingénieurs sur le marché, et surtout quand on en fournit, il y en a beaucoup qui vont partir plutôt sud-nord. Et ces derniers temps, la tendance qui commence à s'installer aussi, c'est nous-mêmes qui allons chercher ces profils-là depuis les marchés africains ou le marché tunisien, qui reste un marché qui est assez proche du nôtre en tout cas en termes de mindset et de culture. Donc, il y a pas mal de profils IT qui viennent que le marché marocain, finalement, est un marché qui est intéressant. Le Maroc est un pays qui sait accueillir. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que le recrutement tel qu'on le connaît aujourd'hui, en tout cas tel qu'on le connaissait, n'existe plus parce que les sociétés sont maintenant obligées de présenter une vraie agilité lorsqu'on parle de recrutement. Quand on veut recruter un développeur, on ne peut pas recruter un développeur de la même manière qu'on recrute un commercial. On ne va pas recruter un junior de la même manière qu'on va recruter un senior. D'ailleurs, beaucoup de sociétés ne recrutent pas et ralentissent leur croissance parce qu'ils sont toujours à la recherche de ce mouton à 5 pattes au lieu de chercher à faire le bon choix. Et de l'autre côté, les candidats, il se trouve que de leur côté, surtout les diplômés, ne savent pas comment trouver un travail. On pense encore qu'envoyer un CV à 100 recruteurs sans même un objet dans le titre du mail, va les aider à leur permettre de trouver un travail. Donc, ça ne fonctionne pas du tout de cette façon, ça ne fonctionne plus en tout cas.
Et d'ailleurs, les conséquences, elles sont vraiment importantes, puisque finalement, on a plus de personnes qui sont au chômage alors qu'ils sont tout à fait éligibles à trouver un travail. Les sociétés, elles sont au ralenti parce que finalement, elles recrutent pas comme elles veulent. Il y a un manque important pour l'État en termes d'impôt sur le revenu. C'est quelque chose que nous, on a vraiment compris depuis pas mal de temps et on essaye humblement de résoudre ce vrai problème économique en faisant en sorte d'avoir une vraie armée de chasseurs de tête freelance sur notre plateforme, mélangée avec de l'intelligence artificielle et de la donnée. Donc on parle d'une vraie révolution là de recrutement dont aujourd'hui le Maroc peut se targuer peut-être d'avoir, mais à quel niveau? C'est-à-dire on parle d'une petite niche, on parle d'un process qui est en train de se démocratiser. Où en est-on dans le recrutement, sachant que vous l'avez dit à si juste titre, Amine Khiyati, on a besoin de recruter, on a besoin de créer de l'emploi, on a besoin de créer de la richesse, mais encore faut-il avoir le bon process. Exactement. En fait, c'est ce qu'on essaye de pousser de notre côté. Comment on fait ça? En fait, avec toute la donnée qu'on va engranger sur notre plateforme, on va tout simplement pouvoir rassurer le client en lui disant tout simplement, si vous recherchez le mouton à 5 pattes, le mouton à 5 pattes n'existe pas. En revanche, on est capable de vous dire que voilà le type de profil qui existe et voilà le type de salaire que vous pouvez lui proposer. Et on essaye de pousser les clients et les entreprises tout simplement à prendre un peu plus de risques. On a effectivement une loi de l'emploi sur le marché qui est très semblable à celle en France notamment, donc qui protège énormément le salarié, beaucoup plus que l'employeur, ce qui fait que les sociétés ont du mal à prendre un risque, mais on n'oublie pas qu'il y a toujours une période d'essai qui peut durer de 3 à 6 mois, largement le temps de voir venir. Est-ce que finalement ce mariage entre l'entreprise et le candidat se passe bien ou pas? Donc je pense que les sociétés devraient changer de mindset, prendre un peu plus de risques, et non pas rester au point mort en attendant de trouver la perle rare qui finalement n'existe plus. Alors justement, c'est votre rôle aussi, hein, n'est-ce pas, en tant que start-up, en tant que communauté de chasseurs de tête, comme vous vous définissez, de chasseurs de tête freelance en Afrique. Alors parlons justement de l'état de la start-up. Donc vous jouez un peu le rôle aussi de facilitateur de cette transition, de cette révolution. Mais qu'en est-il de votre transition à vous en tant que start-up marocaine? Quels sont aujourd'hui les principaux freins? Sont-ils financiers? Sont-ils d'ordre peut-être même légal ou juridique? Qu'est-ce qui peut-être empêche une start-up marocaine de devenir une licorne? Exactement. En fait, le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est que j'ai été en Tunisie il y a 2 semaines pour un salon, donc j'ai été sur le marché tunisien et j'ai enchaîné par Dubaï. Et en fait, les problèmes qu'on a au Maroc, c'est on a un premier problème de régulation. On prend pas assez de risques. On met des lois sur des choses qu'on n'a pas encore faites. Quand on se compare avec des marchés comme le Kenya ou le Nigeria, qui connaissent de plus en plus de licornes, le mindset, c'est créons des solutions innovantes et puis par la suite, on légifère. Nous, on a tendance plutôt à faire l'inverse. Le deuxième gros problème qu'on a aujourd'hui au Maroc, c'est les délais de paiement. C'est juste un killer de start-up. Une start-up aujourd'hui, quand elle peut innover autant qu'elle veut, si elle n'est pas payée, ne serait-ce qu'à 30 ou même 60 jours et qu'il faut attendre 5-6 mois, comment voulez-vous que cette start-up innove et ait assez de cash pour pouvoir investir et continuer de recruter? Donc c'est pour ça que quand une start-up commence à voir que son modèle fonctionne, c'est un peu notre cas. Donc on cherche à lever de l'argent, non pas qu'on a besoin de créer de nouvelles choses, c'est tout simplement du VFR. C'est vraiment pour pouvoir avoir assez d'argent pour recruter parce que les délais de paiement sont énormément importants. Et puis là, il y a aussi tout ce qui est évidemment paiement à l'international. C'est des choses qui prennent énormément de temps. Si on doit faire un virement ou on doit payer un prestataire en Afrique ou se faire payer, si ça doit prendre une semaine ou 2, ce n'est pas du scale, ce n'est pas possible. Les sociétés qui scale, c'est des sociétés qui réalisent le service, mais qui en profitent tout de suite. Et si on cherche avec toutes les sociétés qui cartonnent aujourd'hui, c'est carrément du temps réel.
Donc c'est ça ce qui pêche encore par rapport à notre marché. Et à Dubaï, par exemple, on voit que voilà, tout est mis en place. Le terrain de jeu, il est tellement solide qu'il suffit juste de venir, enfin, il suffit, c'est un grand mot, mais avoir la bonne idée, venir et puis exécuter de la bonne manière. Quand on sait exécuter, on a tout ce qui va à côté, ce qui nous permet de réaliser ce qu'il faut. Ouais, ça a dû être frustrant justement d'être à Dubaï au salon international de la technologie, le GITEX 2021. Donc Quix, votre start-up était présente, a représenté le Maroc. Quel serait le bilan de cette participation marocaine au GITEX, Amin Khayati? On est parti avec une délégation quand même entre 40 et 50 sociétés. Encore une fois, en termes de technicité, de service, d'avancée, en tout cas de réflexion sur l'avenir, on n'a vraiment pas de quoi rougir. On est au top. Tout ce qui se fait là-bas en termes de blockchain, de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Maintenant, il y a des choses évidemment qu'on a énormément vu là-bas, c'est tout ce qui est humanoïde, ou encore une fois, je ne sais pas si le public connaît ça, mais la tendance qui est en train d'exploser et qui va venir, parce que c'est très soutenu par Facebook notamment, on parle de métaverse. Métaverse, c'est le futur de l'Internet. Et imaginez aujourd'hui, lorsque vous voulez faire vos courses en ligne, vous achetez à travers des photos. Cette fois, le futur Internet, c'est que vous allez y être carrément avec un avatar. Et en fait, la technologie, c'est ça, la technologie va vraiment très vite et encore plus vite qu'on le pense. Certainement. Merci beaucoup. Merci Amin Khayati. Et pourvu qu'on suive le rythme au Maroc, bien sûr avec ce nouveau gouvernement, ce nouveau département dédié à la transformation numérique dans le gouvernement Arnouch, on attendra de voir cette stratégie numérique, j'ai envie de dire, made in and for Morocco. Merci beaucoup Amin Khayati d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Nous passons à présent à la seconde partie de Questions Éco où il sera question encore une fois d'innovation et de start-up. Restez avec nous tout de suite. Alors, 2 startups marocaines ont participé au G20 des entrepreneurs qui s'est tenu donc en Italie au début du mois. Le cofondateur et CEO de l'une d'entre elles est avec nous donc ce soir. Mehdi Cherif Alami, bonsoir et bienvenue à vous sur Média TV. Merci de me recevoir. Donc, parlez-nous un peu de cette participation. Félicitations d'ailleurs à cette participation au G20 des entrepreneurs. Quel est le bilan de votre participation à ce G20 des entrepreneurs aux côtés d'une autre start-up marocaine? Alors, pour être honnête, je ne m'attendais pas un jour participer au G20, de près ou de loin. Mais quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit que ça pourrait être une belle occasion de faire parler de l'écosystème start-up marocain, qui est un écosystème qui s'est transformé ces dernières années. Et nous avons beaucoup à gagner à le mettre en avant sur la scène internationale. Et aussi, il faut le dire, c'était une grande fierté pour moi d'avoir la chance de représenter le Maroc dans cet événement phare. Alors, en 2 mots, c'était très enrichissant et constructif. Il y avait 400 entrepreneurs du monde entier. Donc, j'ai pu faire de belles connaissances. Et la thématique de cette édition était la Global Renaissance, exact. La renaissance mondiale post-Covid. Et les sujets abordés étaient la durabilité, l'inclusion et l'innovation pour la prospérité. Mais plus concrètement, nous avons participé à des ateliers et des tables rondes dans lesquelles nous avons chacun partagé notre expérience en tant qu'entrepreneurs dans nos pays respectifs. Puis nous avons réfléchi à des initiatives qui pourraient libérer le plein potentiel entrepreneurial. Et c'était principalement des propositions autour de 3 axes. Donc en 1, il y avait les incitations. Donc quelles incitations pour encourager les potentiels entrepreneurs à oser entreprendre et lancer leur start-up. En 2, quels avantages pour soutenir le développement de ces startups qui se sont lancées. Et finalement, en 3, quelles incitations pour encourager les investisseurs à investir dans les startups. Et donc, j'ai pu découvrir plusieurs mesures très intéressantes que plusieurs pays ont mis en place.
allant du congé pour création de start-up, pour encourager à entreprendre et innover, à la prise en charge par l'État des charges salariales et patronales pour soutenir le développement de ces startups, et au dégrèvement fiscal pour les investisseurs, pour les encourager à investir. Et l'idée étant que chaque délégation rentre ensuite dans son pays et partage ses recommandations avec le gouvernement. Et j'ai été agréablement surpris lorsque plusieurs délégations ont montré que la très grande majorité des mesures qu'elles ont proposées dans les éditions précédentes ont fait l'objet de lois, de débats lors d'assises et d'engagements de la part de leur gouvernement. Au Maroc, il y a plusieurs mesures intéressantes. Il y a eu plusieurs mesures intéressantes ces dernières années, mais nous avons encore beaucoup à faire. Et j'espère simplement que d'autres entrepreneurs marocains participeront aux prochaines éditions et qui seront entendus et écoutés par le gouvernement à leur retour pour que nous puissions nous donner toutes les chances de justement, je le disais tout à l'heure, libérer le plein potentiel entrepreneurial marocain. Et si vous partagez avec nous sur ce plateau quelques-unes de ces recommandations que vous avez pour ce nouveau gouvernement, beaucoup d'attentes envers ce gouvernement. D'ailleurs, je le disais il y a quelques instants en compagnie de mon premier invité, on a désormais un département dédié à la transformation numérique. Donc aujourd'hui, quels sont les points d'inflexion selon vous en tant que professionnel, en tant que start-upper et aussi en tant que start-upper qui a un input important et j'ai envie de dire précieux de sa participation au G20 des entrepreneurs? Alors, on est encore en train de formaliser toutes ces mesures-là pour en espérant qu'on sera entendu. Mais ça tourne. On va pas réinventer la roue. L'idée, c'est de s'inspirer d'autres pays qui ont réussi à promouvoir l'entrepreneuriat. Et donc, ça passe par les 3 axes que j'ai mentionnés plus tôt. Donc, ça peut commencer très tôt au niveau de l'éducation à l'école pour enseigner ce que c'est l'entrepreneuriat. Et ensuite, principalement, ça passe par des avantages pour justement soutenir le développement des startups et ne pas les freiner. Et également, le 3e axe qui est très important, c'est il faut encourager les investisseurs à investir dans les startups. Et justement, comment réussir cette transition de start-up marocaine à licorne? Je rappelle donc que vous avez rejoint le Y Combinator en Californie, donc ce programme qui est destiné aux start-up. C'est un des programmes les plus renommés au monde. Donc, quel a été, j'ai envie de dire, le leapfrog pour vous? Pardon, quel a été le leapfrog? Le leapfrog. Alors on n'est pas encore une start-up. On n'est pas encore une licorne. Donc c'est difficile à dire comment passer à ce statut de licorne, mais c'est l'objectif commercial ultime d'une start-up. Pour rappel pour les téléspectateurs, une licorne, c'est une entreprise qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Ça vient de l'animal mythique, la licorne. Unicorn en anglais, c'est un cheval blanc à une corne, donc 1 milliard qui est symbolisé par la corne de cet animal, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on parle même de décacornes. C'est des startups valorisées à plus de 10 milliards de dollars. Donc apparemment, une corne ne suffit plus aujourd'hui. Mais pour construire une entreprise qui a le potentiel de devenir justement une licorne, c'est beaucoup de travail et beaucoup de chance aussi. Il faut, comme nous le répète à longueur de journée le Y Combinator, on dit en anglais « make something that people want ». C'est-à-dire qu'il faut construire un produit que les gens demandent, dont ils ont besoin. C'est le plus important, c'est fondamental. Et il faut résoudre un véritable problème. Et il faut avoir cette obsession du client. Il faut aussi s'attaquer à un marché suffisamment important et il faut penser global dès le départ pour justement atteindre ce niveau de licorne et être une start-up internationale. Il faut bien s'entourer et construire une équipe composée de talents. Et il faut exécuter sans relâche et être passionné, sinon on ne tient pas le coup sur la durée.
Et si on a tous ces ingrédients, les chances d'arriver au statut licorne sont largement inférieures à 1%. Ok. Et le risque d'échec est de plus de 90%. Mais si on n'essaie pas, les chances d'y arriver sont de zéro. Et 1%, c'est mieux que zéro. Donc, il faut y aller, il faut essayer. Et je suis convaincu que nous aurons bientôt une licorne marocaine qui émergera, Inch'Allah. Inch'Allah. Ce sera vous peut-être avec Frétérium. Justement, vous avez parlé de répondre aux besoins de la clientèle. Vous, au niveau de Frétérium, vous avez traité les besoins d'un marché, bien sûr, ouvert à l'international, puisqu'on parle de commerce international, d'un grand marché, ne serait-ce que sur la région ou le continent, et aussi un marché qui a de plus en plus de besoins au vu de la hausse des coûts du transport. Quelles sont les réponses aux enjeux? Quelles sont les réponses que pourrait apporter une start-up telle que la vôtre, par exemple, aux enjeux et aux difficultés qui s'imposent aujourd'hui dans le domaine du transport international, ou encore plus communément appelé le fret? Ouais, alors, tous les consommateurs du monde entier ont remarqué que les prix de quasiment tous les produits qu'ils ont l'habitude d'acheter ont augmenté. Et c'est principalement dû à la tension qu'il y a sur le transport maritime aujourd'hui. On a vu les prix se multiplier par 10. C'est un problème mondial sur lequel les entreprises individuellement, malheureusement, ne peuvent pas agir. Par contre, ils peuvent mieux contrôler et optimiser les coûts du reste de leur chaîne logistique. Aujourd'hui, les entreprises gèrent leur transport manuellement à coup de téléphone, d'email et de fichiers Excel. Ils pilotent leurs opérations à l'aveugle. Ils opèrent souvent en silo, renfermés sur eux-mêmes, et la gestion est purement réactive. Donc pour nous, la réponse que peut apporter une start-up comme la nôtre, c'est la technologie. Il faut de la data aujourd'hui pour savoir ce qui se passe et passer d'une gestion réactive à une gestion prédictive. Il faut automatiser, il faut optimiser et il faut collaborer avec ses partenaires. Et c'est justement ce que nous apportons comme solution à nos clients chez Frétérium. Nous proposons un outil qui permet aux industriels, distributeurs, retailers et logisticiens, finalement, toute entreprise qui expédie de la marchandise, des entreprises de petite ou grande taille, de gérer de manière optimale leurs coûts de transport. Et pour illustrer ça rapidement et donner un exemple, un des leviers les plus importants de réduction des coûts, c'est l'optimisation du dernier kilomètre, qui représente et qui peut représenter en moyenne 50% du coût logistique global. C'est énorme. C'est la livraison vers le client final, que ce soit vers des clients B2B comme les supermarchés ou épiceries, ou directement vers des clients B2C, le consommateur final. Et donc nous, ce qu'on leur propose en partie, c'est des algorithmes qui permettent de réduire jusqu'à 30% leur coût de transport. C'est mathématique. Ça leur proposera d'utiliser 3 camions au lieu de 5, de livrer une combinaison de 30 clients au lieu de 20. Et il y a plusieurs autres cas d'usage comme l'automatisation du traitement des factures, l'optimisation du chargement de la marchandise dans le camion et bien d'autres. Je pourrais en parler en fait toute la journée, mais le message c'est qu'il faut tirer avantage des technologies qui existent, qui sont abordables aujourd'hui, et il ne faut plus considérer le transport comme simplement un centre de coût, car il peut devenir un réel atout compétitif. Parce qu'on parle de compétitivité du produit Made in Maroc. Donc justement, pour terminer avec vous, Mehdi Cherif Alaoui, aujourd'hui, il y a des opportunités au Maroc, mais vous entendez vous ouvrir à l'international. Comment votre expérience au Maroc peut-elle aider dans cela? Alors, on compte, c'est évidemment la prochaine étape pour nous, c'est de nous développer à l'international. On souhaite d'abord servir le plus grand nombre d'entreprises marocaines parce que c'est là où on a commencé et on veut se développer rapidement dans la région MENA. Donc on va capitaliser sur l'expérience qu'on a acquis ici au Maroc et ensuite on va s'entourer de talents. Pour se développer rapidement, il faudra que ce développement soit accompagné par un recrutement important de talents marocains, mais aussi international. Et il faudra qu'on investisse de manière conséquente dans notre produit pour le rendre plus performant et apporter encore plus de valeur à nos clients.
Donc, on tirera parti des leçons apprises au Maroc et on continuera d'itérer, comme le font souvent les startups, pour aller chercher cette hyper croissance. Que nous vous souhaitons, en tout cas, Mehdi Cherif Alami, pardon. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée.